On reviendra aux questions posées par les internautes en fin d'épisode. Je fais un petit point, si tu veux bien, sur la D2. Ouais. On n'en avait pas parlé lors du premier épisode. Donc la D2, on arrive à la 14e journée de championnat, donc sur 22 aussi, puisque je rappelle pour ceux qui ne sont pas trop au courant, la deuxième division est divisée en deux groupes, un groupe A et un groupe B, chaque groupe ayant 12 équipes, donc comme en D1, donc ça fait 22 journées. Et là on arrive à la 14e journée. Donc dans le groupe A, il y a une équipe qui semblait quasi assurée de retrouver, après de nombreuses années en D2, de retrouver la D1 à la fin de la saison, c'est ici les Moulineaux. Et puis ici a subi sa première défaite lors de la dernière journée à Rodez, 2-1. Et du coup, ici voit Montauban revenir encore loin à 7 points, 32 points contre 25 points. Mais bon, l'écart se resserre un petit peu. Montauban qui est vraiment l'équipe surprise, qui est deuxième donc à 7 points. Ensuite, on trouve un duo composé de ton équipe préférée, puisque, il faut le rappeler, tu es supporter nantais. Donc, le FC Nantes et Rodez avec 24 points, et cinquième Saint-Malo avec 23 points. Et la prochaine journée, donc, qui aura lieu le 9 février, donc ce week-end, ici reçoit la Lanterne Rouge Bergerac, et donc normalement ici devrait renouer avec la victoire. Et il y aura la grosse affiche, ce sera le deuxième contre le troisième, Montauban-Nantes. Là, on peut dire que si une équipe est battue, que ce soit Montauban ou Nantes, c'est terminé pour elle. Ouais, franchement, pour Nantes, c'est quasiment déjà terminé, pour être très honnête. Malheureusement, l'équipe a perdu beaucoup de points à domicile et se débrouille un peu mieux à l'extérieur de manière étonnante. Après, il faut dire, donc, je suis donc supporter nantais, donc je connais un peu l'équipe et l'équipe vient de monter en D2 et a recruté quasiment une équipe entière à l'intersaison et en rajoutant encore deux. Donc l'équipe est encore en formation au bout du compte. Donc la montée, ça ne sera pas cette année pour le FC Nantes, malheureusement. L'objectif, c'est vraiment monter la saison prochaine. Oui, l'entraîneur l'a dit, l'objectif c'est la montée l'an prochain, pas cette année. Ça ferait un peu un parcours comme a fait l'OM finalement, puisque les deux clubs sont partis du bas de l'échelle, sans fusion en tant que tel, en bâtissant leur propre histoire. Une première année en D2 où on termine deuxième ou troisième, l'OM avait terminé deuxième derrière Nîmes, la Nantes peut terminer deuxième ou troisième aussi derrière ici les Moulineaux. Et puis la saison suivante, donc la montée, quoi. Voilà, ça pourrait Oui, être c'est le ça. même. C'est clairement l'objectif pour le club. Et le club met quand même des moyens assez intéressants, puisqu'il y a quand même 5 contrats professionnels pour les joueuses. Ici les Moulineaux, ça sera un gros retour, parce que ça fait pas mal d'années maintenant que l'équipe était descendue en D2. Oui, ça fait quand même plusieurs années. Et là, ils sont clairement en tête du championnat. Et logiquement, s'il n'y a pas de boulette en route, elles vont monter. C'est quasiment sûr. La belle surprise, c'est quand même Montauban, parce que l'équipe était en régional aussi il y a quoi, il y a 2 ans, il me semble. Ils sont montés l'an dernier. L'an dernier, c'était leur première année en D2, si je ne me trompe pas. Et là, deuxième du Oui, groupe. c'est vrai. Voilà, on a vu qu'en Coupe de France, ils sont allés en huitième de finale. Ils ont tenu en échec Bordeaux en huitième de finale. C'est pas mal ce que fait Montauban. Oui, c'est très belle équipe, très belle surprise. Et c'est C'est un toujours petit peu. intéressant de voir des choses comme ça dans le foot féminin. Alors le groupe B, traditionnellement, comme chaque année, le groupe B c'est le groupe le plus serré, le plus palpitant. Et là encore, c'est le cas, puisqu'on a deux équipes qui se partagent la première place et qui se tirent la bourre et qui ont véritablement envie d'aller en D1. C'est Saint-Étienne qui est descendu il y a quelques années et qui a envie de retrouver l'élite. Et puis Le Havre qui est monté l'an dernier, enfin il y a 2 ans en fait, en deuxième division pour la première fois, qui avait terminé donc à une belle place l'an dernier et qui cette année donc joue la montée avec Saint-Étienne. Les deux équipes sont à égalité, toutes les deux, 31 points. Lors de leur confrontation directe, Saint-Étienne s'était largement imposé, 4-1 je crois, si je ne me trompe pas. Mais Saint-Étienne est en train de marquer un peu le pas là, parce qu'ils sortent de 2 matchs nuls pas très brillants, on va dire, à Nice 0-0 contre le promu, et puis surtout à domicile contre la Lanterne Rouge Saint-Denis. Ça c'était quand même très surprenant, 2-2. Donc voilà, est-ce que c'est un coup de mou passager? Est-ce que ça veut dire quelque chose d'autre? Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très important. Et le HAC a quand même une politique assez particulière parce que pendant des années, ils ont utilisé plein de joueuses américaines parce que dans les divisions inférieures, il n'y avait aucune limite sur le nombre de joueuses étrangères. Et là, depuis qu'ils sont arrivés en D2, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule.
Et maintenant, ils ont commencé à recruter beaucoup de joueuses européennes maintenant. Et c'est parti à les américaines. Il y a quand même encore des Américaines. Hein. Parce que Mais le président du Havre est américain. Hein. oui, ça, il faut le dire, il est Voilà, quand même américain, voilà. donc Donc il a vraiment des filières. ils ont l'œil sur toutes les facs américaines et ils en recrutent régulièrement. Mais c'est un club vraiment très très ambitieux au niveau féminin. Hein. Le discours est vraiment très très ferme. Aller en D1 le plus vite possible et puis y rester et bien s'y comporter. Quoi. Oui, 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 le président a des ambitions pour les équipes masculines et féminines, hein, c'est très très clair. Et donc les deux équipes se tirent la bourre, hein, donc à égalité. Leur résultat un peu médiocre là, lors des dernières journées, parce que Le Hack aussi avait un peu marqué le pas, eh ben, profite à Lille. Lille qui était descendu donc de D1 à la fin de la saison dernière et qui revient à 4 points au classement. Donc 4 points, bon, c'est à 8 journées, 9 journées de la fin, c'est rattrapable. Oui, sachant que Lille, j'étais allé les voir lors de la pré-saison parce qu'ils étaient venus faire un match à Portsmouth en Angleterre. Donc j'avais discuté avec Patrick Robert, avec Rachel Saidi et ils m'avaient dit clairement leur objectif c'était pas la remontée directe en fait. Le club n'avait pas mis la pression pour une remontée directe, mais donc ils pouvaient attendre une saison aussi nécessaire avant de remonter. Donc ça enlève un poids et une pression aux joueuses quand on sait on leur dit pas remonter de toute façon tout de suite. Ah oui. Donc là, lors de la prochaine journée ce week-end, Saint-Étienne se déplace à Thonon-Évian, une équipe pas très bien classée, qui vient d'être éliminée, hein, on l'a dit, en Coupe de France par Lyon, après avec une belle résistance, hein, battu seulement 2-0. Donc attention, on ne sait jamais. Thonon qui était allé battre Le Havre hein, chez lui. Voilà, c'est pas gagné pour Saint-Étienne. Hein. Et puis Le Havre recevra Grenoble, équipe de milieu de tableau, on va dire, tandis que Lille va recevoir Nancy, qui est quatrième, hein, donc à 2 points de Lille. Donc là, c'est un match très très important, Lille-Nancy. Et puis Yzeure, qui est à égalité avec Nancy, donc à la quatrième place, à 6 points donc, du duo de tête, se déplacera à Nice, qui équipe donc promue, et j'irai voir le match. Donc je pourrais vous en dire quelques mots lors du prochain épisode. Voilà pour la D2, qui est assez intéressante. Hein. Alors j'en profite pour poser une question, pour relayer plus exactement une question posée par Franck, qui est un supporter justement du Havre et qui a son propre blog sur l'équipe féminine du Havre. D'ailleurs, je vais donner l'adresse de son blog. Ça s'appelle Franck Footblog, donc tout attaché, Franck avec un K, frankfootblog.tumblr.com. Il demande que penses-tu de playoff, de l'installation de playoff en D2, D1 et D2 pour agrémenter la fin de saison et l'intérêt de la D2, tout simplement. Ouais, personnellement, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, ça existait il y a très très longtemps dans le foot masculin, pour ceux qui s'en souviennent. Mais non, bon, personnellement, je trouve ça pas très très intéressant. Mais bon. Je pense pas que ça changerait grand-chose au résultat final, en tout cas. Hein. En tout cas pour la D1. Oui, sachant que si on fait un playoff, déjà qu'il y a que deux équipes qui descendent, ça en fait une qui descend direct et une en playoff contre. C'est quand même pas forcément une bonne idée s'il y a qu'une seule équipe qui descend. Bon, ça se fait en Angleterre, hein, dans les petites divisions, donc le World Championship, etc. Donc les deux premiers montent direct et les troisième, quatrième, cinquième et sixième, ils se battent en playoff. C'est assez drôle d'ailleurs. Mais bon, effectivement, c'est plutôt anglo-saxon, c'est pas du tout une tradition française. Nous, ce qu'on faisait, c'était des barrages avant-dernier contre deuxième de la deuxième division, Oui, par exemple. voilà. Des barrages qui ont disparu d'ailleurs, hein, qui existent encore entre la D2 et la R1, l'ancienne DH. Oui, d'ailleurs, c'est comme un système assez particulier. Mais bon. On passe rapidement, on va faire un point quand même sur les championnats étrangers dont on n'avait pas du tout eu le temps de parler lors du premier épisode. Bon, alors on va pas trop rentrer dans les détails pour l'Angleterre parce que on fera, je l'annonce donc à nos auditrices et auditeurs, un spécial Angleterre, spécial équipe de France au pluriel, lors du prochain épisode, le troisième, et ce sera à nouveau avec toi, Sylvain. Oui. Si tu ne me fais pas faux bon. Donc voilà, on rentrera dans les détails pour l'Angleterre. Donc là, on va juste survoler. On en est à la 15e journée. Donc en Angleterre, il y a 12 équipes, hein, comme en France. Donc il y a sur 22, hein, sur 22 journées. C'est Manchester City donc, qui est en tête avec un point d'avance sur Chelsea qui a un match en retard et 3 points sur Arsenal qui était en tête il n'y a pas longtemps. Et puis, bon, les résultats ont été un peu médiocres ces derniers temps. Donc c'est très serré. Les trois équipes sont vraiment détachées. Hein. Après, il y a Manchester United qui est quatrième. Lors de la 15e journée donc, qui va se disputer, Manchester City se déplace à West Ham.
Chelsea se déplace justement à Manchester United. Arsenal reçoit Tottenham, ça c'est le derby londonien des deux équipes qui ne s'aiment pas. Et puis il y a le derby de la Mersey qui est entre Everton et Liverpool. Qui aura lieu à Goodison Park. Ah, je ne savais pas ça, excellente nouvelle. Donc il y a le stade d'Everton. Voilà, et le match aller avait lieu déjà à Anfield, donc les clubs anglais mettent les moyens pour la promotion du foot féminin en faisant jouer les matchs dans les grands stades. Et Goodison Park et football féminin, forcément, on pense à ce match au début des années 20, hein, avec les Vickers Ladies qui avaient attiré 50 000 spectateurs. Tu ne peux pas ignorer ça, hein, Sylvain. Avec, oui, les Vickers Ladies sont une très grande place dans l'histoire du football féminin anglais. Voilà, avant que le football féminin soit banni par la fédération anglaise au début des années 20. Voilà, et avec la première grande star du football féminin qui était Lily Park, qui a sa statue d'ailleurs, je crois, quelque part en Angleterre, probablement à Liverpool d'ailleurs. Et donc il y avait eu 50 000 spectateurs et plus 10 000 personnes dans la rue qui ne pouvaient pas entrer. Donc là, c'est une bonne nouvelle effectivement que ça se joue à Goodison Park. Donc normalement, tu penses qu'on va rester sur le statu quo après cette 15e journée ? Arsenal devrait battre Tottenham, parce qu'il y a quand même une grosse classe d'écart. West Ham vient de prendre 8-0 contre Chelsea. Normalement, City devrait l'emporter. City vient de changer d'entraîneur d'ailleurs, donc c'est assez particulier. L'entraîneur est parti dans une autre branche de la compagnie, et il est parti à New York comme assistant de l'équipe masculine NYC City. Donc c'est particulier. C'est donc son numéro 2 qui prend la main jusqu'à la fin de la saison. Le match le plus serré, a priori, ça pourrait être Manchester United-Chelsea pour les 3 premiers. Oui, Manchester United qui ne perd que par des petits scores contre les gros, donc ça va être serré effectivement. Mais Chelsea est invaincu cette saison. Oui, voilà, c'est la seule équipe qui est invaincue. Ouais. Il y a une équipe invaincue. Toutes compétitions confondues, d'ailleurs, dans les deux coupes et le championnat. L'Allemagne, ça va être la reprise après la longue trêve hivernale. Hein. Donc on reprend, là aussi c'est un championnat avec 12 équipes, comme en Angleterre comme en France, c'est la Flyer Alarm Frauen-Bundesliga. On va jouer la 14e journée, donc là aussi sur 22 au total. Et ça va être passionnant puisqu'on a une grosse affiche qui va opposer Hoffenheim à Wolfsburg, puisque au classement, Wolfsburg devance Hoffenheim de 3 points, 3 petits points. Et donc, c'est un peu qui tout double, quoi. Hein. Si Hoffenheim gagne, Hoffenheim rejoint Wolfsburg en tête et inflige à Wolfsburg sa première défaite de la saison, puisque là aussi Wolfsburg est invaincu. Si Wolfsburg l'emporte, Wolfsburg mettra Hoffenheim à 6 points. Et là, à mon avis, Hoffenheim ne reviendra jamais, quoi. Et le Bayern Munich, lui, est 3e déjà à 6 points de Wolfsburg. Il jouera au Bayer Leverkusen. Normalement, il devrait l'emporter. Et donc pourrait revenir sur Hoffenheim si jamais Wolfsburg l'emporte à Hoffenheim. Oui, sachant qu'Hoffenheim, c'est quand même l'équipe surprise du championnat. Hein, complètement, oui. Quand on regarde son effectif, j'ai regardé ça tout à l'heure, je connais 2 joueuses, Krumbigel et Bila. Le reste, c'est pas du tout dans les joueuses que je connais. Alors que le Bayern et Wolfsburg, bien sûr, 2 gros effectifs avec un paquet d'internationales. Hoffenheim qui avait frôlé la relégation à un moment, il y a quelques années, enfin... Il n'y a pas si longtemps du tout, hein, et qui effectivement fait une saison absolument remarquable. Oui. Une seule défaite jusqu'à présent. Oui, c'est très très impressionnant, très honnêtement. Voilà pour l'Allemagne, donc on est content de revoir le championnat allemand reprendre ses droits. En Espagne, c'est la Primera Iberdrola. Là, il y a 16 équipes. Le Barça tenant du titre, survole le championnat, puisqu'il a 9 points d'avance actuellement sur l'Atlético Madrid. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'Atlético Madrid n'a que 2 points d'avance sur Levante. Or, pour la Ligue des Champions, pour la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, ça va se jouer entre ces deux équipes parce qu'on voit mal l'Atlético reprendre 9 points au Barça qui est invaincu, et alors qu'il reste une dizaine de matchs, quoi. C'est un gros championnat quand même, à ces équipes. Oui, c'est un gros championnat. Il y a un marathon et après ils font la Coupe d'Espagne à la fin du championnat. C'est quand même un pays assez particulier au niveau de l'organisation. Et là, donc, ce dimanche, le Barça reçoit Huelva et normalement va gagner. Et par contre, la grosse affiche, c'est justement l'Atlético Madrid qui reçoit Levante. Donc là aussi, c'est qui tout double. Hein. Soit Levante réussit l'exploit d'aller gagner à Madrid et passe devant
et prend la deuxième place, ce qui serait extrêmement intéressant, encore une fois, dans l'optique de la prochaine Ligue des Champions. Soit l'Atlético Madrid s'impose et met à ce moment-là Levante à 5 points et donc prend une sérieuse option, quoi. Oui, sachant que les deux clubs espagnols vont se rencontrer en quart de finale de Ligue des Champions, donc le Barça et l'Atlético Madrid. Donc c'est quand même une situation assez particulière aussi à ce niveau-là. Et tout ça en attendant, bien sûr, l'arrivée du Real Madrid l'an prochain, bon, qui a, on le sait, fusionné avec l'équipe de Tacon, le CD Tacon, qui a commencé à recruter quelques grandes joueuses, mais c'est pas des galactiques, quoi, on dira. Hein. Ce sont des très très bonnes joueuses internationales, mais c'est pas encore un très très gros Oui, et Real leur projet Madrid. n'est pas du tout en place pour le moment. Hein. Voilà, on ne sait pas du tout ce que ça va donner l'an prochain, si vraiment le Real, parce que c'est à partir de l'an prochain que Tacon va changer de nom, quoi, va devenir vraiment le Real Madrid. Est-ce que le Real va casser sa tirelire et vraiment recruter très très fort? Le Real a les moyens, évidemment. Hein, ils Ah peuvent tout oui, casser. c'est Hein. financièrement, hein. Ils peuvent mettre autant d'argent qu'ils veulent et faire un budget plus gros que l'OL s'ils veulent sans aucun problème. Hein. Absolument. À suivre donc. Enfin l'Italie qui montre le bout de son nez, hein, aussi bien au niveau des clubs, pas encore tout à fait, mais la sélection nationale est bien revenue au premier plan. Donc en Italie, on a également 12 équipes, comme en France, comme en Allemagne, comme en Angleterre. La Juventus de Turin, qui est double tenante du titre, dès qu'elle est apparue, en fait, elle a gagné le championnat d'Italie. Elle est en tête largement, avec 6 points d'avance sur un duo composé de la Fiorentina et du Milan AC, et lesquels ont 4 points d'avance sur l'AS Roma. Donc là, on retrouve les grands noms du football masculin qui ont investi et qui investissent de plus en plus dans le football féminin. Oui, et il faut quand même dire qu'en fait, ce que font les grands noms du foot féminin en Italie, c'est qu'ils achètent les clubs locaux et ils reprennent les clubs directement en deuxième division ou en première division. Ils ne s'empêtent pas à partir du bas. Ils Ouais. achètent directement et claquent et bonjour, on est là. C'est quand même ce qu'on fait aussi pas mal de clubs en France. Hein. C'est Oui, oui, pas exceptionnel. Hein. Bon, Lyon, Montpellier, Saint-Étienne, Guingamp, tout ça, c'est des clubs qui ont fusionné à un moment c'est ou à la un autre. manière la plus rapide Bordeaux, voilà. de monter. Bordeaux Hein. avait Le FC fusionné Nantes et l'OM ne l'ont pas fait, mais c'est vrai que c'est quand même plus facile de démarrer Ah ben, comme c'est ça sûr. au deuxième ou au premier niveau. Donc là, ce week-end en Italie, ce sera la 15e journée. La Juve, donc le leader, reçoit l'Inter de Milan. Donc c'est une affiche qui claque, hein, Juve-Inter de Milan. La Fiorentina reçoit Sassuolo. Le Milan AC, donc le troisième, se déplace à Cavagnacco, qui est avant-dernier, je crois. Et puis l'AS Roma qui reçoit l'Hellas Vérone. Voilà donc pour l'Italie et pour les championnats étrangers. Un petit mot sur on a parlé de Christine Sinclair tout à l'heure, donc et de son record du monde. Elle a établi à l'occasion donc du tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, donc qui aura lieu au mois d'août. C'est le tournoi de la CONCACAF, donc la fédération nord-américaine, Amérique du Nord et Amérique centrale. On connaît les demi-finales et les deux vainqueurs des demi-finales seront qualifiés pour les Jeux Olympiques. Normalement, il ne doit y avoir aucune surprise. Les demi-finales opposeront les États-Unis au Mexique et le Canada au Costa Rica de Shirley Cruz, qu'on connaît bien en France, bien sûr, l'ancienne joueuse de Lyon et du Paris Saint-Germain. Les demi-finales auront lieu le 7 et puis la finale opposera donc les vainqueurs dimanche 9 février. A priori, pas de surprise, hein, on doit retrouver États-Unis-Canada comme à chaque fois. En toute logique, oui, sachant que le Costa Rica a quand même fait tourner dans son troisième match et a fait reposer Charles Cruz et Rocky Rodriguez également afin de préparer la demi-finale. Mais bon, et pareil, les États-Unis sont quand même largement supérieurs à tout le monde à ce niveau-là. Donc, si le Mexique arrive à battre les États-Unis, alors là, ça serait vraiment énorme. C'était arrivé d'ailleurs une année, c'était quand pour la Coupe du Monde 2011, je crois, non? Où le Mexique avait battu les États-Unis avaient dû jouer le barrage. Oui, les États-Unis avaient fini en barrage contre Hein? l'Italie. C'est ça, voilà. Ouais. Donc ça peut arriver, mais c'est vraiment très 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 rare. Oui, 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 là, ce serait quand même très très surprenant. Ce serait un peu un tremblement de terre. Oui, exactement. Donc ça ne va pas arriver. S'attendre donc États-Unis-Canada qualifiés pour les Jeux Olympiques et en finale donc de ce tournoi CONCACAF dimanche. Il faut préciser que ça se joue en Californie. Hein. Donc avantage du terrain là aussi Oui, pour les c'était là la première États-Unis. partie se faisait au Texas d'ailleurs, et là ils ont bougé vers Los Angeles. Bon, et bien on passe à la dernière partie si tu veux bien, qui sont les questions-réponses. Oui, on va bien rigoler avec les questions-réponses.
Donc, une question de Stéphane Luton sur Twitter demande: nous avons une D1 à 2 voire 3 vitesses. Derrière Lyon, déjà champion avant la première journée de championnat, 3 équipes se disputent la deuxième place. Les 8 autres jouent le maintien. Le championnat est inintéressant et pas attractif. Quelle solution, entre parenthèses réaliste, pour y remédier? Bon, c'est un peu la question marronnier qui revient chaque année. La vraie réponse, c'est qu'il faut que les clubs investissent suffisamment d'argent pour que toutes les équipes soient professionnelles. Mais est-ce que c'est possible? Telle est la question. La FFF ne peut pas forcer les clubs à investir, donc à partir de là, les clubs font ce qu'ils veulent et c'est très compliqué. Justement, ça rejoint sa deuxième question qui s'enchaîne, et qui dit: la fédération aurait-elle les moyens, entre parenthèses, et le courage, d'obliger les clubs professionnels à investir un certain pourcentage de leur budget dans leur section féminine? Alors, avant que tu répondes, je vais donner quelques chiffres qui sont quand même assez intéressants. Ce sont justement les budgets des clubs de D1 et la part que cela représente par rapport au budget général du club professionnel. Donc, en termes de budget des sections féminines, c'est l'Olympique Lyonnais qui a le plus gros budget. On l'estime à 10,5 millions pour cette saison. Devant le Paris Saint-Germain, 7 millions. En troisième, Montpellier, 3 millions. En quatrième, ça ne se voit pas, mais c'est l'Olympique de Marseille, 1,8 million. Ensuite, Bordeaux et le Paris Football Club, 1,5 million. Ensuite, on tombe en dessous du million, avec Fleury, 800 000 euros, Soyo, 750 000 euros, Dijon, 700 000 euros, Guingamp se situera entre 500 000 et 750 000 euros, Reims entre 500 et 600 000 euros, et Metz, qui est lanterne rouge du classement, et c'est peut-être pas un hasard, avec 500 000 euros. Ça, c'est le budget des sections féminines. Mais si on regarde la part que cela représente sur le budget donc, du club, Montpellier est le club qui fait le plus gros effort, et très largement, puisque les 3 millions de la section féminine représentent en fait 7,5% du budget du club, ce qui est plus de 2 fois la part de Lyon. À Lyon, les 10,5 millions représentent seulement 3,4% du budget lyonnais, qui est évidemment beaucoup plus important que celui de Montpellier. En troisième, on a Bordeaux, 2% du budget du club, puis Dijon, 1,8%, l'OM, 1,6%, le Paris Football Club, 1,5%. Quant au PSG, avec ses 7 millions, eh bien, ça ne représente, et évidemment ça ne surprendra personne, qu'un petit pourcent du budget général du club. Donc, est-ce que tu penses, à la vue de ces chiffres, que ça serait une bonne chose que la Fédération française de football oblige les clubs pro à investir un certain pourcentage, pas forcément le même pourcentage pour chaque club, mais disons au moins un minimum, quoi. Ouais, je suis pas trop d'accord, moi, ces choses-là. Moi, je vois ce qui se passe en Angleterre et le passage forcé au professionnalisme a fait beaucoup de dégâts, donc c'est pas forcément une très très bonne chose de forcer les gens. Parce que si on les force à investir et qu'ils sont pas vraiment d'accord, ils peuvent mettre l'argent en disant on met X, mais en fait l'argent on le détourne et on le met ailleurs, quoi. Mais oui. On peut d'ailleurs se demander si c'est pas ce qui se passe à l'OM, parce que quand on voit que l'OM a le quatrième budget de D1 avec 1,8 million, ils en font quoi? Et qu'on voit les recrutements quasiment inexistants, enfin, ou faits en dépit du bon sens, où passe l'argent? Peut-être dans les infrastructures, hein, mais c'est vrai que. Mais non, pour moi, forcer les gens, c'est pas forcément une bonne chose. Hein. Même si mais c'est vrai que le chiffre de Montpellier, ça m'étonne pas du tout, parce qu'on sait que le président Nicolin et son père, Loulou, aimait vraiment le foot féminin, donc qui consacre une bonne part du budget, ça ne m'étonne pas. Oui, on rappelle que c'est Loulou Nicolin qui a été le premier président de club professionnel garçon, à croire dans le football féminin. Et c'est lui qui a convaincu ensuite Jean-Michel Aulas, qui était un ami, d'investir à son tour dans le football féminin. Et de lui piquer toutes ses joueuses. Absolument. Ça, il lui avait pas conseillé, je pense, de lui piquer toutes ses joueuses, mais voilà, cela fait. Effectivement, en 2 ans, je crois qu'il a pris 6 internationales à Montpellier, quelque chose comme ça. Ouais. Alors que Montpellier était champion à l'époque. Ouais. Question suivante d'ordre général de Randoulou qui a été posée sur le forum de Massalia Live. Que faudrait-il faire pour augmenter la popularité et l'intérêt du football féminin? Ah, c'est une grande question, ça. Ouh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, ça. Eh oui. C'est tout sauf simple, en fait. La Fédération française fait des actions, essaie de faire développer. On a quand même eu la Coupe du Monde à domicile.
Et l'effet au niveau spectateur est quand même minimal hein, au bout du compte pour le championnat de France. Donc, Oui, en France, ça décolle pas au niveau public, hein. Alors que et, ça décolle un peu partout, hein. On voit, bon, en Angleterre, tu l'as cité, en Espagne, il y a eu des records, 60 000 spectateurs à Madrid. En Italie, on a eu des matchs à 30 000, plus de 30 000 spectateurs aussi. Bon, l'Allemagne aussi, ça stagne, hein, comme la France, hein. Le le Mexique, Mexique, oui, le ça Mexique, il y a bat de des record en trucs record. exceptionnels là-bas. Hein. Ah oui, extraordinaire. Mais ce sont des pays de foot, quoi, aussi. Oui, voilà, la France est-il un pays de football? Telle est la question. Au niveau des spectateurs, ça ne marche pas. Il y a aussi la visibilité, parce que je vois en Angleterre, par exemple, bon, depuis cette année, là, la fédération fait un gros effort en diffusant tous les matchs sur le player donc, de la fédération gratuitement. Il suffit de s'inscrire, mais c'est gratuit. Et on peut voir tous les matchs du championnat gratuitement. En Espagne, on voit régulièrement les matchs sur Facebook, sur les Facebook des clubs, etc. En Allemagne, pendant des années, ça s'est arrêté maintenant, il y avait au moins un match sur le site gratuit, donc aussi sur le site de la fédération à chaque journée. Aux États-Unis, c'était pareil, là aussi ça s'est arrêté, on voyait tous les matchs sur Facebook. Et en France, on a présenté comme une extraordinaire avancée le fait que tous les matchs allaient être diffusés, mais ils sont diffusés sur Canal+, donc il faut payer. Et les abonnés à Canal+ doivent en plus payer un supplément. Je veux dire, c'est pas dans l'abonnement général de Canal+. Bon, après, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait de l'argent qui rentre et qu'il soit donné au club, hein, plutôt que de le Oui, faire. oui, non, ça d'accord, ça fait rentrer de l'argent. Mais justement, est-ce que l'optique de la fédération est pas trop d'ordre pécunier plutôt que de populariser le football féminin en France en le montrant gratuitement, quoi. Pour que les gens découvrent le football féminin, il faut qu'ils le voient. Ils vont pas aller au stade voir des matchs de foot féminin comme ça. Il faut qu'ils le voient à la télé. Or, il n'y a aucun match de championnat, aucun qui soit visible sans payer. Et sans payer quand même assez cher. Les matchs de Coupe de France, pareil. On verra la finale, je crois, sur France 4, mais c'est tout. Juste la finale. Oui, après, le reste, c'est sur Eurosport qui fait un match à chaque tour. Mais là aussi, c'est payant, quoi. Oui, tout à fait. Après, le modèle payant pour qu'il ramène de l'argent au club, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose à la base. Hein. Après, effectivement, ça permet pas d'attirer le chaland en proposant des matchs gratuitement. Il faudrait voir combien, par exemple, la Fédé anglaise fait dessus à chaque match pour voir la viabilité, sachant que ça fait quand même des gros investissements de la part de la Fédé anglaise que la FFF, je pense, n'a pas envie de faire à ce niveau-là. Parce que organiser toutes les caméras, etc., les faisceaux, etc., ça coûte quand même pas mal d'argent. Alors que là, c'est quand même Canal+ qui prend tout en charge, etc. Donc, c'est une histoire de budget. Ouais, c'est une question de budget, c'est aussi une question d'envie. Enfin, je sais pas, on a souvent quand même l'impression que la FFF parle beaucoup, fait beaucoup de communication, fait du travail, je veux dire, hein, au bas de l'échelle, dans les écoles, etc. Ça marche bien. Mais qu'il y a plus de blabla que d'actes réels, vraiment. En fait, là, clairement, après la Coupe du Monde, la FFS a tout fait pour développer la base et accueillir toutes les jeunes filles qui veulent jouer au football. Moi, je trouve ça que c'est très très bien. Hein. Ils en ont parlé Oui, souvent pendant ça la c'est. Coupe du Monde. C'était assez bien organisé. Par exemple, en Angleterre, ils viennent de se rendre compte qu'ils n'ont pas assez d'éducateurs. Et ils arrivent avec plein de petites qui veulent jouer. Et il n'y a pas de stade, il n'y a pas d'éducateurs. Alors nous, on a fait le contraire en France. Et l'Angleterre s'est concentrée plutôt sur l'élite. Nous, c'est plutôt concentré sur la base. Donc, il vaut mieux avoir une bonne base pour développer et avoir de plus en plus de joueuses, etc. au bout du compte. Mais en même temps, ce que tu dis est tout à fait vrai, hein, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, on voit que le GRET pousse à une élite, à un duplicata en ce qui concerne la première division féminine, à ce qu'elle soit un duplicata de la Ligue 1 masculine. Ça depuis des années déjà, en obligeant les clubs à avoir une section féminine, les clubs professionnels. Et on voit que ben, de plus en plus, la D1 et la D2 féminine ressemblent trait pour trait à la Ligue 1 et à la Ligue 2 masculine. Oui, tout à fait. C'est en train de se faire dans tous les pays. Hein. En Angleterre, Oui, c'est oui. exactement la même chose. En Espagne aussi, on voit que les grands noms, c'est pareil en Italie. Hein, L'Allemagne résiste encore un petit peu, hein. Il y a encore je veux dire, des gros clubs typiquement féminins comme Potsdam et Francfort qui résistent encore. Francfort a fusionné récemment, je crois, ou va fusionner Pas avec. encore, c'était dans l'air, mais ça n'a pas encore été fait. Ça n'a pas encore été fait? Non, je ne sais D'accord. pas si ça va être fait ou pas. Enfin, c'était annoncé en tout cas, oui. Financièrement, pour avoir les reins solides, c'est vrai qu'ils avaient quand même prévu de fusionner avec l'équipe masculine locale.
Oui, puisque en féminin, on le rappelle pour les auditrices et les auditeurs qui ne seraient pas trop au courant, c'est le FFC Francfort qui souhaiterait fusionner avec l'Eintracht de Francfort, qui est le club masculin traditionnel de la ville, quoi. C'est quand même un stade à l'ancienne, le 1 FFC Francfort. J'y suis Oui, allé plusieurs fois. C'est assez particulier. pas mal de clubs allemands sont un peu à l'ancienne et assez champêtres. Il y a le Turbine Potsdam aussi, qui lui, bon, pour l'instant, on ne parle pas du tout de fusion. Il pourrait peut-être fusionner, je ne sais pas, avec le Hertha Berlin, par exemple, parce que Potsdam, c'est C'est la la banlieue, banlieue on de va Berlin. dire. Voilà, c'est la banlieue de Berlin. Mais bon, je n'ai pas entendu parler de projet là-dessus. Pas pour le moment. Il n'y a rien qui circule à ce niveau-là. Autre question de Bacalao, qui est le grand dessinateur du site Massalia Live. Je vous conseille d'aller voir ses dessins qui sont toujours vraiment à mourir de rire, des caricatures très très drôles concernant l'Olympique de Marseille, masculin. Donc Bacalao nous dit: depuis la Coupe du Monde féminine, les médias encensent les féminines, alors que sur les réseaux sociaux, la tendance serait plutôt inverse. D'après toi, quelle est la tendance? Éclosion de passion pour le foot féminin ou désamour du public? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu les deux, quoi. Il y a deux camps qui sont vraiment, pour l'instant, un peu irréconciliables, quoi. Il y a vraiment une passion pour le foot féminin qui se développe, et qui est réelle et qui est forte. Et en même temps, il y a une opposition, notamment du public du foot masculin, qui est toujours aussi forte aussi. Il suffit d'aller voir les commentaires, par exemple, des articles concernant le foot féminin sur le site de l'équipe, par exemple, pour voir des déferlements de réflexions misogynes et sexistes d'un autre âge, quoi. Oui, c'est un problème sociétal en fait. Il y a des gens qui n'acceptent pas que les femmes jouent au football. C'est plus de la bêtise qu'autre chose, honnêtement. Et c'est vrai que c'est assez bizarre et c'est ça dans plusieurs pays. En plus, c'est pas spécifique à la France. Donc, ça se développe tout doucement, le foot féminin. Et après, il y a des gens qui n'acceptent vraiment pas ça. Ce sont des idiots. Voilà, c'est dit. D'abord, la plupart ne regardent pas les matchs, donc ils condamnent souvent sans savoir, quoi. Ah oui, oui. Et puis, il y a ceux qui regardent en comparant aux hommes et la comparaison n'a pas lieu d'être. Totti sur Twitter, membre éminent aussi de Massalia Live, qui demande qu'est-ce qui a le plus évolué dans le football féminin depuis 20 ans. Alors bon, je suis presque pratiquement depuis 20 ans le football féminin. Donc pour toi, qu'est-ce qui a le plus évolué? J'en avais parlé avec Corinne Diacre récemment quand il y avait les trophées FIFA Best à Milan. Ouais. Elle a parlé spécifiquement des défenseurs, mais c'est pareil pour toutes les joueuses. En fait, c'est l'entraînement et la condition physique qui est vraiment devenu prépondérant. À l'époque, les joueuses s'entraînaient une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine. Alors que maintenant, c'est devenu professionnel, donc au niveau de la condition physique, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Le niveau technique a aussi augmenté parce qu'il y a quand même des centres de formation. Mais c'est vraiment au niveau physique que ça n'a plus rien à voir. C'était quand même très 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 lent il y a une vingtaine d'années, si on veut comparer. Tactiquement aussi, ça a énormément évolué. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même. Après, moi, je voyais beaucoup de foot anglais et pas trop de foot français à l'époque, mais c'est vrai que ça a aussi évolué, que les entraîneurs sont aussi mieux formés. On demande quand même maintenant aux entraîneurs souvent d'avoir le diplôme UEFA, Oui. qui n'est pas facile à avoir. Donc, quand on a un entraîneur de qualité, forcément, le niveau tactique monte aussi. Puis il y a quelque chose qui me semble avoir beaucoup évolué. Alors là, c'est pas depuis 20 ans, mais c'est depuis, on va dire, 4-5 ans. C'est très récent. C'est le poste de gardien de but. Les gardiennes de but étaient clouées au pilori, je veux dire, régulièrement dans le football féminin. Et c'est vrai qu'on voyait des choses, franchement, assez désespérantes, quoi. Même au plus haut niveau, même au plus haut niveau. C'est-à-dire pendant les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, les Euros, etc. Et là, quand on regarde le niveau des gardiennes de but à la dernière Coupe du Monde l'an dernier en France, donc à l'été 2019, pour moi, ça a été le point le plus positif de cette Coupe du Monde, le plus spectaculaire, ça a été les prestations des gardiennes de but. Oui, oui, effectivement, ça s'est vraiment amélioré. Et là, c'est aussi dû aux conditions d'entraînement. Par exemple, il y a Forcément. Carly Telford, la gardienne de l'Angleterre, qui a 30 ans. Elle disait, jusqu'à il y a 5-6 ans, moi, j'avais pas d'entraînement spécifique de gardienne. Elle faisait les entraînements comme tout le monde et on lui tirait dessus à l'échauffement, etc. Et c'est seulement récemment que les entraînements de gardiens se sont spécialisés, qui font des spécifiques, etc. Et d'où on voit le niveau qui monte progressivement grâce à ça. Plus on s'entraîne, plus on devient meilleur en fait. Bien sûr.
Tout est dans le travail. Mais c'est vraiment assez spectaculaire pour les gardiens Ah de but. oui, la FIFA, on a même parlé pendant cette Coupe du Monde. Il y avait Pascal Zuberbühler, le responsable des gardiens, qui était venu faire un très beau laïus là-dessus pendant une conférence de presse. Il reste 3-4 questions, mais on va les garder pour la prochaine fois parce que ça rentrera dans le cadre notamment des équipes de France. Voilà, Ouais. une question notamment du site Les Féminines que je salue au passage, William Comgrain. Mais on va garder ta question, William, et on va la poser la prochaine fois puisque ça concerne l'équipe de France. Et que rien que sur cette question-là, on peut faire une demi-heure. Ah oui, facilement. Je pense qu'on la fera d'ailleurs. Bon, Voilà. Eh ouais, bien, cet deuxième épisode donc touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Sylvain, d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. Et puis à te donner rendez-vous à peu près dans 15 jours. On va essayer de maintenir ce rythme pour commencer de 15 jours. oui, tout à fait. C'était un plaisir d'être venu et donc je reviendrai la prochaine fois. Voilà, on espère, mais là on dit pas plus. On espère avoir une bonne surprise aussi dans 15 jours avec une tierce personne. Mais bon, on va ouvrir les négociations et on va voir ce que ça donne. Voilà, je On compte sur espère, toi mais d'ailleurs. c'est très compliqué. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir suivi ce deuxième épisode. N'oubliez pas donc de commenter, de critiquer, même négativement, si vous n'avez pas aimé, il n'y a pas de problème, toute critique est constructive. Et Voilà, puis on est bien là sûr pour ça, pour améliorer. de poser vos questions. Vous l'avez compris, ce podcast ne se focalise pas sur un club en particulier, sur un championnat en particulier, il embrasse tout le football féminin. Et donc vous pouvez poser vos questions sur tous les sujets touchant au football féminin. Voilà, au revoir tout le monde et à bientôt. Salut Sylvain. À bientôt.